Après avoir tâté de tous les Diablos, il fallait que je commence à chercher d'autres moyens d'assouvir mes pulsions d'ARPG, et c'est là que je suis tombé sur Last Epoch. Entre son Early Access en 2019 et sa sortie finale en 2024, le soft a en effet tâché de trouver sa place dans ce segment très concurrentiel que représente la RPG en vue isométrique, entre les millions de copies écoulées de Diablo, les millions de joueurs de Path of Exile. Le challenge était là, et pourtant, Last Epoch a réussi à me captiver grâce à un univers très bien construit, porté par des voyages temporels, un système qui emprunte le meilleur aux différents ARPG et qui nous donne un vrai sentiment de progression pour notre personnage sans nous faire peur avec trop de complexité, et un trucidage de monstres sympathique. On fait donc le point sur une des meilleures alternatives entre Diablo et Path of Exile. Fondé en 2017, 11 Hour Games délivre son premier jeu comme une réponse au dernier RPG paru. A l'époque, le succès de Diablo 3 en 2012 se compte en dizaines de millions de copies. Des millions de joueurs jouent à Path of Exile. Grim Dawn en 2016 se taille sa petite part en se présentant comme le successeur de Titan Quest. Et le MMO Lost Ark commence à apparaître en 2018. Face à ces géants, et en considérant le nombre de titres ARPG parus, dont certaines séries disparues à la Sacred ou Dungeon Siege, on pourrait se dire que c'est un choix osé. D'autant plus qu'entre la sortie de l'Early Access en 2019 et la version 1.0 en 2024, on a eu le temps de voir arriver Diablo 4 et même en fin d'année Path of Exile 2. Autant dire que la concurrence était rude. Pourtant, Last Epoch arrive à tirer son épingle du jeu, en tout cas dans la version que j'ai pu tester mi-2025, puisque les mises à jour changent toujours un bon paquet de choses, et ce déjà grâce à son univers. La dernière ère nous emmène ainsi dans une suite temporelle. Notre héros, qui a un look et une voix déterminés en fonction des 5 classes, se retrouve en pleine guerre divine entre deux peuples. C'est à ce moment qu'il rencontre des fragments de la relique Époque, qui peut servir à voyager dans le temps. À la suite de diverses circonstances, on se retrouve dans un futur apocalyptique où le monde a succombé au vide, qui corrompt et détruit tout ce qu'il touche. On finit néanmoins par mettre la main sur un deuxième fragment, nous permettant de voyager librement entre les époques. On se retrouve ainsi dans 5 époques différentes en fonction de l'histoire. L'ère ancienne, sauvage et peuplée de monstres reptiliens, l'ère divine d'où l'on vient, avec sa lutte entre les dieux et leurs factions respectives, l'ère impériale, où un empire de morts-vivants a pris le contrôle du monde, l'ère de la ruine, où le vide a tout emporté, et la fin des temps, où il ne reste qu'une poignée de survivants face à l'écroulement du temps, et qui sert en gros de endgame, avec des époques alternatives et des objectifs infinis. Contrairement aux autres RPG, Last Epoch m'a donné envie d'en apprendre plus sur ce monde, sur les relations entre les époques, sur les personnages qui reviennent, sur les différents twists, le tout pour en apprendre davantage sur la venue du vide ou celle de l'Empire des morts-vivants. Et le fait que chaque époque ait sa propre identité visuelle, sonore et ses ennemis m'a beaucoup plu, voire intrigué. Notamment par exemple lorsqu'on voit une civilisation d'hommes ailés passer de leur pleine puissance à l'ère divine à un état de décadence totale dans l'ère de la ruine où ils ne sont même plus capables de tenir debout. Même si, in fine, les personnages qu'on rencontre n'ont pas de personnalité, que les dialogues sont monotones, que les quêtes vont se résumer à aller chercher des objets ou aller quelque part, c'est bien l'univers et l'histoire qu'ils racontent qui apportent beaucoup à notre trucidage de monstres. Un bon ARPG, c'est également un ARPG qui arrive à nous donner un sens de la progression. Et Last Epoch tire son épingle du jeu, en évitant la facilité systémique d'un Diablo 4 et la complexité ultime d'un Path of Exile, avec un juste milieu qui nous laisse beaucoup de liberté pour innover, avec un système en 4 jalons. Les compétences, les arbres de talent, les maîtrises de compétences et l'équipement. D'abord, on a les compétences qu'on acquiert au fil des niveaux pour notre classe et qu'on acquiert par la suite en investissant des points dans les différents arbres de talent. On compte à peu près une dizaine de compétences de base pour la classe et 5 compétences supplémentaires par maîtrise, ce qui nous fait déjà un bon nombre de compétences à choisir et à répartir dans nos 6 slots disponibles. Ensuite, on a les arbres de talent de classe et de maîtrise, où on va pouvoir améliorer des caractéristiques, rajouter des effets aux dégâts, obtenir des passifs uniques comme la riposte, ou améliorer nos résistances face aux 7 éléments présents, du physique au vide en passant par le feu, la glace ou encore le nécrotique. Chaque classe peut choisir une spécialité, une maîtrise, après un certain niveau. Pour la sentinelle, je peux l'orienter dégâts sacrés et soins avec un paladin, dégâts des armes et invocations avec le maître de forge, ou mix combat et magie du vide avec le chevalier du néant que j'ai choisi. Le ressenti est bel et bien différent. Dans un troisième temps, Last Epoch rajoute des maîtrises de compétences. Vous choisissez ainsi jusqu'à 5 compétences que vous souhaitez maîtriser, qui obtiennent alors un niveau, indépendant du vôtre, montant au fur et à mesure et rapportant des points pour investir dans de nouveaux effets, types de dégâts ou modes de déclenchement. Par exemple, le lancement d'orbe du vide est devenu un bouclier tournant autour de mon personnage, là où une frappe d'annihilation est devenue une frappe qui rajoute des zappes d'énergie faisant de lourds dégâts.
Enfin, vous rajoutez à tous ces choix l'équipement trouvé en jeu via divers trésors, avec différents grades, effets uniques, boosts de résistance ou de caractéristiques, représentés par divers affixes et suffixes, avec un équipement à porter et des runes à équiper. Comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez à l'aide de divers parchemins trouvés en masse sur les ennemis modifier vos équipements, en changeant les types de bonus, en les augmentant, en rajoutant, avec une limite fixée par équipement, ce qui vous permet de booster vos dernières acquisitions et les rendre viables plus longtemps. Cette progression est excellente. On a l'impression de faire des choix à tous les moments de l'aventure, ce qui devrait être la règle d'or des ARPG, n'est-ce pas Diablo 4 ? Et ce n'est que vers 15 heures de jeu qu'on commence à s'ennuyer, une fois que le build a suffisamment pris d'ampleur grâce à tous nos choix, ce qui nous laisse quelques heures pour finir le jeu et affiner. C'est donc avec cette puissance cumulée qu'on se retrouve à trucider des hordes d'adversaires. Et autant dire qu'il y en a un bon paquet, de plus en plus forts, nécessitant de plus en plus de résistance. Avec une esquive et des graphismes plutôt agréables à l'œil, j'ai trouvé le tout fort plaisant. Et à apprécier pour ma sentinelle les nombreux effets du vide tranchant l'écran en même temps que les adversaires, en les désintégrant purement et simplement. Les effets sont très bien réalisés, et on sent le soin qui a été mis sur les sensations de combat. Les monstres sont également variés en fonction des époques, et certains se retrouvent même dans plusieurs d'entre elles dans des formes altérées, nous remettant en face l'univers intéressant d'où je parlais tout à l'heure. On trouve aussi quelques ennemis uniques et gardiens spéciaux qui rapportent de meilleurs équipements, et des combats de boss où il faut bien gérer ses esquives et avoir suffisamment de résistance. Pour les lieux, les grands espaces qu'on écume sont jolis mais un peu vides, et on ne s'y balade qu'en quête de trésors ou de points sur la carte pour des quêtes souvent basiques du type aller à un endroit et ramasser cela. Les dialogues, les personnages archétypaux peu travaillés et les quêtes secondaires médiocres ne donnent pas trop envie de lire. C'est plutôt le reste de l'univers qui est intéressant à étudier, avec ses mystères laissés entiers pendant les errances du joueur, et une musique efficace dont le thème principal est proprement excellent, avec à la manœuvre Eric Desiderio. Mais malgré tout, on n'échappe pas à la répétitivité inhérente au genre, et le massacre en boucle a fini par me lasser au bout d'une quinzaine d'heures, à quelques pas de la fin de la version 1.2 qui nous laisse après un dénouement expéditif sur notre fin en nous laissant libres les mondes dévastés du endgame. Last Epoch est redoutablement construit, avec son système de progression aussi riche que complet, apportant un grand choix de compétences, des arbres de talent à combiner si l'on souhaite, des maîtrises de compétences qui apportent un fignolage non négligeable à notre build, un équipement varié et un artisanat pour l'améliorer. Mieux, il apporte un univers mystérieux qui nous donne envie d'en savoir plus sur les différentes époques, et un feeling en combat impeccable. Reste qu'il n'échappe pas à des dialogues creux, des quêtes génériques, et un massacre qui finit par être répétitif au bout d'une quinzaine d'heures de jeu. C'est pourtant un titre que je referai avec plaisir pour tester les autres classes et maîtrises. Je note donc ce jeu, horreur du vide sur voyage dans le temps. Last Epoch s'est écoulé à 3 millions de copies, un bon succès dans l'univers des ARPG qui a permis à son studio de nouer un lien avec les Sud-Coréens de Krafton, surtout connus pour avoir publié PUBG et être en procès avec d'ex-développeurs de Subnautica. Reste que leur nouvelle assise financière devrait permettre de sécuriser le financement du studio pour ses prochaines mises à jour. L'aventure Last Epoch peut donc continuer aux côtés des mastodontes du secteur.